Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Je suis aujourd'hui avec Soulé et avec Romain. On va aborder la thématique de la technique et surtout la recherche de la technique parfaite. Parce que vous savez que pour devenir fort, en général, un des axes évidemment, de progression qui est évident dans les sports de force, c'est d'améliorer sa technique. On parle souvent justement de correctifs techniques, on parle beaucoup aussi de cues techniques, de choses qu'on peut changer sur ses mouvements. Parce que vous savez que pour être fort, il faut être musclé. On a beaucoup parlé des assistances, mais il faut aussi évidemment avoir une technique qui est suffisante. Et on va essayer de vous donner un petit peu notre point de vue sur déjà peut-être essayer de définir ce que c'est que la technique au sens large, comment on peut l'améliorer et pourquoi parfois aussi, assez paradoxalement, la quête de la technique parfaite ou de la technique idéale, eh bien parfois peut un peu empêcher de progresser assez paradoxalement. On va vous donner un peu notre avis là-dessus. Je commence avec une question simple pour un de vous deux. C'est quoi une bonne technique? C'est quoi les conditions pour définir une bonne technique ou une technique qui tient la route, selon vous, dans les sports de force? Comment est-ce qu'on fait? On doit lever la main ou... Ouais, Romain, t'as levé la main, est-ce que t'as parlé? Vas-y. Tu sais, c'est le prof, quand il t'interroge, faut baisser les yeux comme ça pour pas qu'il te... Ah, vous avez levé Bon. tous les deux les yeux, là. Alors, pour moi, la technique parfaite, il y a plusieurs points qu'elle doit respecter. Il y a déjà le premier aspect qui, évidemment, est le fait qu'elle soit standardisée. Il faut que la technique, elle puisse s'intégrer à la programmation. C'est quelque chose qui est assez difficile à traquer, la technique, à part quand on a vraiment un vélocimètre, etc., on peut mesurer l'amplitude sur chacune des reps, etc. Donc, c'est assez bien de la standardiser rapidement. Après, faire en sorte qu'on soit assez stable dessus, qu'il n'y ait pas des problèmes de gainage, etc. Et je pense que déjà, pour beaucoup de monde, si on a ces deux paramètres-là, que c'est standardisé et que c'est stable, c'est déjà excellent. Tu vois. C'est déjà un bon Ok. 7-8 sur 10. Ok, c'est un 7-8 sur 10. C'est pas tout à fait un premier de la classe, mais c'est quelqu'un qui est dans le classement des premiers de la classe. Pour toi, Soulé, c'est quoi une technique, une bonne technique ou un 7-8 sur 10? C'est quoi tes standards pour ça? Franchement, je rejoins un petit peu Romain là-dessus. En fait, déjà, si on n'a pas une technique qui est répétable, on ne pourra pas avoir un transfert correct entre le volume qu'on fait et la 1RM. Parce qu'à chaque fois, on va livrer d'une autre façon. On va bosser dans un axe différent sur chaque rep, chaque série, etc. Donc, ça ne va pas être avantageux. Mais si on a une technique répétable qui est dangereuse, entre guillemets, pour nous, le fameux deadlift canne à pêche où on tire, on commence, on est dos droit et après à mi-mouvement, on a une flexion qui fait un arc-en-ciel au niveau de la colonne vertébrale. On va répéter cette technique. Certes, ça va transférer sur ton 1RM, mais est-ce que tu as envie de transférer ça sur ton 1RM? Pourquoi tu considères qu'elle est dangereuse, cette technique, justement? Parce qu'elle est instable. Donc c'est pour ça que j'ai dit que je te rejoignais. Tu viens te mettre un petit peu en porte-à-faux. Et aussi, je sais plus où j'ai lu ça dans une étude. De toute manière, on fera un autre épisode du podcast sur les études scientifiques, de toute façon. mais ouais, en fait, c'est le fait de ne pas avoir un dos qui est fixé. C'est pas la flexion en elle-même le problème, c'est la fixation. Et si tu commences à faire un déroulé de colonne avec une charge même 180, 200, c'est une très bonne charge pour un Jefferson curl. Alors que si tu démarres avec le dos rond directement et que tu es fixé, rond, on se comprend dans la mesure du raisonnable, eh ben, là, on va pouvoir avoir quelque chose qui va être solide, on va être suffisamment gainé, suffisamment stable pour que derrière, on puisse lift en sécurité, tout en prenant en compte, évidemment, le facteur de surcharge progressive. On va pas, si on a l'habitude de tirer dos droit avec les omoplates rétractées, etc., et que du jour au lendemain, on fait un très gros dos rond, certes fixé, on ne va pas trop rigoler non plus le lendemain, je pense. Ouais, je suis d'accord. Parce que ouais, la technique, ça je pense que c'est quelque chose sur quoi on s'accorde, c'est qu'il y a ce côté, est-ce que tu répètes en fait une technique est-ce que quand tu prends 4 vidéos de tes lifts, est-ce que sur les 4 vidéos, tu as l'impression de regarder le même mouvement? Si la réponse c'est non, bon, technique bancale, sans doute. Il y a sans doute quelque chose. C'est pour ça que la vidéo, elle est relativement importante et que vu qu'on est sur des mouvements standardisés, je pense que c'est quelque chose qui s'identifie vite. Pour vous, c'est quoi je dirais le critère ou le frein, l'obstacle principal qui empêche les athlètes en général de progresser techniquement? C'est quoi pour vous le truc qui empêche un athlète? Imaginons il a une technique débutant, il fixe pas trop. On prend l'exemple du deadlift par exemple, mais voilà, le dos qui se défixe un peu canne à pêche, pas de mise en tension et autres. C'est quoi en général le gros obstacle que vous observez avec vos athlètes qui empêche d'améliorer sa technique?
pense que c'est le manque de connaissance de son corps, je dirais. Parce que si on parle du cas d'un athlète débutant, ça veut dire que, bah, en fonction de son passé sportif, de ce qu'il a fait avant, et cetera, il a une plus ou moins bonne connaissance de son corps. Mais en général, ceux qui ont le moins de facilité à corriger une technique rapidement, c'est ceux qui ont une moins bonne proprioception d'une façon générale. Ouais, je pense qu'il y a ça. Et moi, je mettrais aussi un petit peu les athlètes de haut niveau dans la même case. Parce que même s'ils ont une meilleure proprioception, etc., souvent, il y a des. Tu vois, pour arriver à haut niveau, il faut qu'il y ait beaucoup de pratique. Et du coup, souvent, c'est des techniques, tu sais, qui ont été répétées, répétées, répétées. Et du coup, le fait de désinstaller des habitudes qui sont ancrées depuis des années, c'est plus compliqué, forcément. Certes, certes. Après, je sais pas si je te rejoins à 100% là-dessus, parce qu'au final, pour atteindre justement ce haut niveau, et cetera, il y a dû y avoir pas mal de petits changements techniques aussi au cours de la carrière. Mm. Donc je pense que si tu dis à un athlète de haut niveau que, bah, là, il est toujours pas bon et qu'il doit faire telle chose pour, gagner encore 10 kilos sur son deadlift, par exemple, bah, je pense qu'il va pas avoir tant de mal que ça à mettre ça en place parce que du coup, il a eu un gros passif de changement technique derrière lui. Ouais, alors je pense qu'on serait étonné parce que, tu sais, je pense que, tu vois, dans cette partie-là de l'Europe, entre guillemets, on est très à cheval sur la technique, etc. Mais je sais que, je sais plus quelle compétition c'était, j'espère que je dis pas de conneries, mais il y avait je crois que c'était au championnat du monde, alors je sais plus quelle année, il y avait donc chez les catégories femmes, euh, surtout de l'Est, je crois, et Oui, qui en très fait jeune, bien avaient sûr. des techniques où tu sais elles étaient super fortes, hein, mais tu vois, elles attrapaient la barre et tu vois, tu tires ça comme un sac à patates, tu vois. Ouais, ça semi-sumo, dos rond, tradi canne à pêche, Ouais, ou bizarre. juste voilà, ça, tu sais, ça arrive, il n'y a pas de setup. L'athlète, elle est encore en train de marcher, elle attrape la barre, elle la soulève, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, après, de toute manière, il y a des contre-exemples surtout. Mais Hmm. on va dire un athlète de haut niveau qui a été sérieux sur son travail pour atteindre le haut niveau, en général, il va arriver avec une bonne technique déjà. Et pour avoir eu la possibilité d'atteindre cette bonne technique, il aura fallu passer par tous ces petits changements techniques-là, quoi. Moi, je pense que le truc qui est un gros, gros piège pour les débutants au niveau de la technique, c'est de chercher à personnaliser sa technique trop rapidement. Je pense qu'il y a un nombre de points qui sont hyper importants à respecter par mouvement. Et en fait, avant de chercher à personnaliser, il faut d'abord s'assurer de maîtriser les fondamentaux. Et tu vois, que ce soit au niveau de la position de la tête, etc., je vois qu'il y a trop d'athlètes qui se demandent, ouais, mais moi, c'est quoi ma morphologie pour que je sois efficace, etc. En fait, d'abord, apprends à brace sur ton squat, etc. La morphologie, on verra plus tard, tu vois. De fou. Bah, là, Ouais, je tu, suis tu nous d'accord. fais une passe D pour la suroptimisation, carrément. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec vous, ce côté. En fait, j'allais dire que je pense que le frein à l'amélioration de la technique, c'est d'oublier que la technique, elle est hiérarchique. C'est-à-dire que tu as d'abord des trucs de base. En fait, je fais souvent le parallèle avec la prog ou la nutrition, tu vois. C'est-à-dire que tu sais, tu as des gars, ils vont se poser la question d'optimiser leur supplémentation. Tu vérifies comment ils mangent. En fait, c'est déjà la catastrophe. C'est pareil avec les techniques. Tu vas voir le gars, il va te prendre la tête sur savoir si il doit faire un bulldog, un jab grip, je sais pas quoi. Et en fait, le gars, il a les épaules, elles sont sorties du bench. Tu as la tête qui est sur le banc d'à côté. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui vont pas, tu vois. Et à mon sens, faut apprendre en fait à faire les choses dans l'ordre. Et j'ai l'impression qu'en fait, l'obstacle à la technique parfaite, c'est parfois la quête de la technique trop parfaite, trop individualisée. Parce qu'en fait, tu as des standards qui reviennent toujours. Genre, au squat, 99% des gens qui performent au squat, je veux dire, vont faire attention à leur bracing. En tout cas, ça va être un truc important. Ils vont peut-être, pour moi, si tu as à choisir entre le bracing et savoir si tu dois écarter ton pied d'un demi-pied, à mon sens, priorité sur le bracing. Ça ne veut pas dire, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire des ajustements techniques. Mais quand les ajustements techniques se font au prix de fondamentaux, en fait, tu oublies le fait que c'est des fondamentaux et qu'en fait, même si tu es ultra haut niveau, bah, tu es ultra haut niveau parce que tu as automatisé ces fondamentaux aussi. En fait. Et ça, je pense que c'est vachement, vachement important. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un biais aussi où quand tu es un athlète débutant, tu regardes un petit peu ce que font les athlètes de haut niveau. Et les athlètes de haut niveau, tu les vois passer du temps sur l'optimisation. Et c'est normal parce que en fait, c'est là où ils vont gratter le plus de kilos. Et je pense que tu sais, tu te dis, OK, bon, eux, c'est sur ça qu'ils travaillent. Donc peut-être que si je veux être à leur niveau, il faut que je travaille sur les mêmes trucs. Alors qu'en fait, non, c'est juste que les conseils techniques de base, les grandes bases, pourquoi est-ce que c'est la base? C'est la base parce que ça rapporte le plus de kilos, en fait.
d'abord, on se concentre sur les trucs qui ont un rendement qui est hyper intéressant. Et de plus en plus, tu vois, ta marge de progression technique, elle est infime. Donc, tu vas te concentrer sur des détails qui vont te rapporter, je sais pas, 0,01% de force en plus, vraiment le chiffre au hasard. Mais tu vois, au début, peut-être que le bracing, c'est, allez, je vais dire une connerie, mais peut-être 10% de plus sur ta performance, mais instantanément, quoi. Le pratiquant avancé, il sait que ces 10% supplémentaires, il n'y a pas accès en fait, parce que ça fait déjà des années qu'il cherche à bien répéter le mouvement. Et donc lui, il cherche à voir ce petit détail qu'il n'a pas vu avant. Mais avant de chercher à avoir le petit détail, déjà apprendre à bien se placer, etc., c'est vraiment le plus important. Et je pense qu'il y a vraiment trop d'athlètes qui se posent trop de questions sur comment je mets mes orteils, quelles chaussures il me faut, où est-ce que je mets la barre sur mon dos, etc. Et d'abord, ta trajectoire, ta stabilité, enfin, c'est tellement important. Mais tu oublies, Romain, qu'il y a le petit doigt qu'il faut appuyer sur, le petit orteil qu'il faut appuyer sur le sol pour avoir un bon tripode. C'est ça. Quoi, t'as pas ton tripode, mais do you even lift, tu vois, c'est... Et mec, si t'avais ton tripode, tu squatterais au moins 1000 kilos. Non, mais en Ton soi, c'est vrai que tripode. en fait, c'est pas pour moi, c'est pas pour que les gens comprennent, tu vois. Parce que là, on rigole, tu vois, ça fait con, mais c'est pas un mauvais conseil. C'est juste que pour beaucoup d'athlètes, c'est pas la priorité et que si tu te focalises trop sur la pression de ton gros orteil sur ton squat alors que ton bracing déjà il tient pas, c'est pas la peine en fait. Moi, je te mens pas, c'est toujours pas ma priorité, gros. Alors que je squatte presque 300. Ouais, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sous 280 plus, hein. C'est vrai, C'est c'est vrai. c'est parce que tu fais plus ton tripode, je crois. Ouais, Bon, je essaie de pense le refaire, s'il te plaît. je suis sorti du triangle. C'est Ah, parce, t'es sorti du triangle, foutu. c'est parce Il qu'il est faut la mort, il est nouvelle paire mort. de genouillères, c'est pour ça, t'inquiète, ça va arriver. Les Tataka IV2 vont sortir, vous allez me voir sous 1000 kilos. Sous 1000 kilos, hein, en excentrique. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Romain. Moi, je vais prendre allez, ça va être un petit hot take slash. Ça va balancer. Là, je vous dis, ça va être croustifondant. Attention, parce que Comme là, Eli... c'est un petit pro déjà. Donc, si c'est pas un vrai hot take, Ok, prends pas de vrai c'est risque. pas un vrai hot take. Mais tu vois, je vais faire comme Voilà. Eliam. C'est quand Eliam il commence à faire comme ça, c'est que tu sais qu'il y a un truc qui peut se sortir. En fait, moi, je trouve que parfois, il y en a qui ont du mal avec un truc, c'est que ton optimisation part d'une base qui est déjà stable. Je donne un exemple. Je vois beaucoup d'athlètes au soulevé de terre, par exemple, qui vont penser, et c'est une optimisation qui est viable, le fait d'arrondir le dos, c'est une optimisation qui peut être viable. Enfin, ça veut dire que chez certains athlètes, ça va améliorer la position de départ et autres. Mais en fait, à cause de ça, ils vont oublier, par exemple, de hinge, et ils vont plus du tout entraîner leur hinge. Moi, c'est un truc que je vois vachement souvent. Tu as des athlètes, ils vont se dire, OK, je vais arrondir, comme si, en fait, ça allait effacer la mécanique du mouvement. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, si tu sais pas hinge, tu peux arrondir autant que tu veux. En fait, quand à un moment donné, il va falloir utiliser ta chaîne post, va falloir l'utiliser, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc que je remarque vraiment très souvent, c'est en voulant suroptimiser, fais attention de ne pas laisser un peu de tes ressources, tu vois, tu laisses un peu trop de ressources au passage, et résultat, tu oublies d'entraîner un peu des fondamentaux, tu vois, genre apprendre à hinge. Je prends un peu l'exemple aussi au bench, mais tu vois, le gars qui va suroptimiser son bench et qui, à côté de ça, quand il fait une pompe ou un dips, il est en sueur parce que son épaule s'est un peu promenée différemment que d'habitude. Enfin voilà, tu te rends pas service sur le long terme. Je pense sur le court terme, ça peut bien marcher. Et puis tu vas voir, je prends un exemple, hein, je continue là-dessus, mais sur le French low bar, tu vois. Tu as les athlètes qui vont French low bar, ils vont dire waouh, allez, en une séance, j'ai pris 5 kilos et tout. Puis tu dis, ok, mais est-ce que tu arrives encore à squatter avec tes genoux, tu vois? Est-ce que tu squattes encore pas uniquement avec ta flexion de hanche, tu vois? Il va dire, ouais, mais non, je vais maximiser ça. Mais tes leviers, ils ont une capacité max en quelque sorte. C'est-à-dire que tu vois, tu peux utiliser tes hanches à l'infini. À un moment donné, il va falloir utiliser tes quads. Tu vois, quand tu veux squatter lourd, il va De falloir toute pousser tes manière, genoux. pour arriver à la def, il va falloir Ça fléchir va les pas genoux. marcher sinon. Hein. Ah non, va falloir plier les genoux. Hein. Et Donc puis aussi, attention avec ça depuis aussi, que je tu es pense. sur ton French low bar, mon garçon, combien de bench t'arrives à encaisser dans la semaine? Ouais, c'est ça, c'est pas gratuit. Hein. C'est pas gratuit. Tous les changements techniques sont pas gratuits. Hein. Donc ça, n'oubliez pas. Ouais, vas-y Romain, t'as autre chose à ajouter? Moi, je voulais parler de justement comment est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un de s'améliorer sur sa technique. Tout à l'heure, tu as parlé de se filmer. Et moi, justement, j'ai quelques scuds à balancer sur le fait de se filmer. Vas-y. J'y pensais tout à l'heure. Donc voilà, est-ce que tu as envie de parler un peu de ça d'abord avant que... Euh, Ouais, en fait, il y a deux trucs que je veux dire par rapport aux vidéos. Il y a la première des choses, c'est que la vidéo doit rester un outil et pas une fin en soi. La Non, mais vidéo, elle a pas. d'abord, je pense qu'il faut peut-être juste partir de la base et de se dire que de toute manière, se filmer, c'est essentiel en fait. Ouais, bah, de toute Il y a façon, des c'est athlètes qui simple. se C'est que filment pas.
Ouais, je suis d'accord. Bah, là, je pense qu'on s'accorde tous les trois pour dire que si tu te filmes pas, tu laisses des kilos sur la table. Ça, je pense que déjà, simple, efficace. En fait, comment tu veux avancer si tu n'as pas un retour, ne serait-ce que de temps en temps. Enfin, il y a un minimum, tu vois. C'est pas, je pense qu'il faut se filmer un peu. Mais pour moi, il y a un peu deux biais dans lesquels il ne faut pas tomber. C'est le fait que, première chose, les vidéos, il faut accepter de mettre des angles critiques. C'est-à-dire que ce n'est pas la vidéo pour la vidéo. C'est-à-dire, on en a déjà parlé en post, hein, mais il y a des angles qui ne sont pas flatteurs, mais qu'est-ce qui t'apprennent des trucs sur ta technique. Tu vois, le trois quarts d'eau au soulevé de terre. T'inquiète pas que si tu défixes, t'inquiète pas qu'on va le voir. On va le voir et on va pouvoir faire des correctifs. Et deuxième chose, ça ne se voit pas toujours en vidéo ce que tu essayes d'appliquer. Il ne faut pas non plus devenir le gars qui devient un peu matrixé de ouais, mais sur la vidéo, ça ne se voit pas. Tu sais, on parlait de la Q, on en a parlé dans les podcasts précédents, le fait de se tasser. Tu vois, le fait de se tasser, bon, tu vois le gars qui va avoir cette tendance à venir se compacter, mais c'est pas, on parlait du dessin animé, c'est pas un ressort qui va venir, tu vois, se mettre comme ça. Donc ça, voilà, je pense que si déjà tu captes ça, déjà de tes vidéos, tu vas en faire des trucs assez cool, je pense. Ouais. Mais, voilà. Et moi, juste, j'ajouterais que c'est bien de se filmer, mais c'est bien aussi parfois de ne pas se filmer. C'est-à-dire que Voleur. se filmer, c'est bien, mais trop se filmer, en fait, on tombe un peu dans cette pratique un peu maniaque de vouloir à tout prix chercher le moindre truc à chaque fois, modifier d'une série à l'autre à chaque fois. Par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, tu as un 4x6 au squat. Première série, tu te dis ah là, il faudrait plus que j'ouvre mes orteils vers l'extérieur. Après celle-là, tu dis ah ok, ça c'était bien, mais il faudrait peut-être que j'envoie plus les hanches en arrière sur le début du mouvement. Et après, et à chaque série, en fait, tu vas modifier un truc, et ça fait que tu n'as aucune série qui se ressemble, et on retombe en fait un petit peu sur le principe de répétabilité qu'on a donné avec Romain pour avoir ce fameux 7, 8 sur 10 pour la technique. Et au final, tu veux tellement trop bien faire que tu fais n'importe quoi, tu vois. ouais, je suis d'accord. Et moi, c'est quelque chose dont je me suis aussi beaucoup rendu compte, c'est que, pareil, j'en avais parlé à un moment, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes en fait qui terminent leur série et il y a énormément d'éléments qui sont de l'ordre du ressenti et qui sont essentiels, à mon sens, pour aller gratter ces 2, 3 sur 10 supplémentaires, qui vont perdre parce qu'ils se concentrent uniquement sur ce qu'ils voient et pas trop sur ce qu'ils ressentent. Et aller à sa vidéo tout de suite. Moi, en fait, déjà, il y a un truc qui me rend fou, c'est les gens qui jugent leur RPE en regardant la vidéo. Ça, vraiment, ça me donne envie de me faire du mal. Tu vois. C'est vraiment, bon, ça, c'est souvent, tu as ton idée, tu regardes la vidéo et tu as tous tes potes qui te disent que ça bouge bien. Bon, bah, direct, c'est bon, tu enlèves un point sur ton RPE. Pour moi, ça marche pas comme ça. Et l'autre truc, c'est que, encore une fois, tu as des éléments techniques. Déjà, si toi, tu te sens bien, mais qu'à la vidéo, tu sais, ça ne matche pas ton ressenti. Par exemple, tu te dis, OK, je me suis senti bien, peut-être qu'au niveau de l'inclinaison de buste, j'étais plus droit. Je vais dire une connerie sur un squat. En fait, tu regardes ta vidéo et tu as l'impression que tu sais, ton buste, il est un peu plus incliné que ce que tu pensais. Et tu te dis, ouais, non, au final, c'était pas terrible. Bah, tu vois, tu laisses un truc de côté, juste parce que bah, peut-être visuellement, ça ne te satisfait pas, alors que fondamentalement parlant, tu es plus efficace comme ça. Ouais. Et ça, je Donc, trouve ça con. ouais. Donc, évidemment, pour moi, dans la vidéo, il y a un caractère hyper important à se filmer parce que globalement, l'idée de la vidéo, c'est de pouvoir analyser. Tout ce qui ne peut pas être analysé ne peut pas être amélioré. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu ne te filmes pas, tu ne peux pas t'analyser. Si tu ne peux pas t'analyser, tu ne peux pas t'améliorer. Voilà. Ça, c'est bête et méchant. Et il y a quand même cet aspect où si tu filmes tout, que tu deviens trop monomaniaque ou quoi, bah en fait, un peu comme ce qu'on disait au début, tu perds de vue les fondamentaux. Donc Ouais, ça, je suis d'accord. en fait, c'est important de pouvoir dégager des grandes tendances, mais c'est pas en se focalisant sur chaque vidéo, etc., que tu vas avoir une différence. Ce qu'il faut, c'est regarder, je sais pas, une dizaine de vidéos au total. Si tu as envie de tout filmer, peu importe, tu vois, tu les mets les 10 à côté, tu te dis, OK, est-ce que c'est satisfaisant? Ou alors tu mets une vidéo par semaine ou deux, peu importe. Mais de toute manière, s'il y a des gros changements techniques d'une séance sur l'autre sur la technique, enfin sur ton mouvement, pardon, c'est qu'il y a des soucis. Et ça, il faut le Ouais. corriger. Ouais, j'ajoute un autre truc aussi, c'est qu'une bonne technique, c'est pas forcément une technique que tu trouves jolie en fonction de tes standards. Je vais avec, désolé, je prends l'argument de Soulé parce que je pense T'inquiète, qu'il allait en parler, mais tu vois, tu as des techniques. Moi, je me rends compte que tu vois, je trouve quand mon squat, je le trouve beau, en fait, techniquement, c'est de la merde. Et quand je le trouve dégueulasse, c'est en boule, il marche super bien. Donc en fait, si tu veux, au bout d'un moment,
si tu veux, enfin, au bout d'un moment, tu t'en fous. Enfin, je vais pas dire que tu t'en fous de l'esthétisme, parce qu'il y a quand même des standards qui vont faire qu'un lift, bah, quand il est crado, tu vas comprendre que parfois c'est lié à des problèmes techniques. Mais tu as des lifts, si t'es pas gifted pour ce lift, tu n'auras peut-être pas le squat ultra droit d'haltéro. Et c'est pas grave, en fait. La vidéo, elle n'a pas ce but-là, en fait. C'est compliqué. Tu vois, Ouais, je voulais revenir là-dessus aussi, mais ouais, c'est-à-dire que pour beaucoup, on a un petit peu des prérequis, des standards un petit peu de beauté pour chacun des lifts, et celui qui revient le plus souvent, bah, c'est le squat, parce qu'on a les deux opposés entre le French low bar et le squat high bar d'haltérophilie. Et en fait, si, comme l'a dit Roman, en fait, si t'es pas gifted, si t'as pas une génétique avec les fémurs très courts, le buste moyen, etc., comme tous les haltéros chinois, eh Tu l'auras ben, pas. tu l'auras pas, c'est ça. Et même sur un squat barreau, en chaussures d'haltéro et tout, tu auras un minimum d'inclinaison de buste. Et c'est OK. Et à partir du moment où, si quand tu te filmes, ton ressenti est bon et que tu te dis, ah non, je suis encore un peu trop penché, bah, il va falloir mettre une petite paire de lunettes et se rendre compte que, bah, au bout d'un moment, si tu te sens bien avec le buste incliné, c'est que tu es fait pour squatter avec le buste incliné. Et aussi, ça va te perdre du coup avec l'autre élément dont je voulais parler, qui était savoir associer aussi son ressenti à la vidéo. Pas juste regarder la vidéo et faire comme si c'était rien passé avant. C'est-à-dire que si tu sens que, bah, par exemple, à la mi-mouvement, tu as eu un sticking point et que tu penses que c'est parce que tu es parti en avant ou quelque chose comme ça, eh ben, essaye de confirmer peut-être ton hypothèse avec la vidéo. Mais au contraire, si tu pars du principe que c'était bien, que tu as bien géré ton timing des angles de flexion, etc., et qu'à la vidéo, ça look un peu moins beau, bah c'est pas grave. Mais juste, en fait, je trouve que le fait de se filmer, ça peut être un outil pour apprendre à mieux se repérer dans l'espace, en fait. C'est-à-dire que si tu sens qu'il se passe quelque chose, que voilà, tu as calé tes hanches à tel moment, etc., et que sur la vidéo, c'est vrai, eh ben là, tu vas pouvoir te dire, OK, donc ça fait ça d'un point de vue extérieur. J'arrive pas trop à être très clair dans mon explication, mais c'est juste pour dire que voilà, ça correspond à quelque chose. Quoi. Ouais, c'est en fait simplement le fait d'associer un visuel à un ressenti et pas C'est ça, l'inverse. exactement. Merci beaucoup pour ton écoute du podcast, j'espère que ça te plaît. Si tu veux aller plus loin, je te propose d'accéder gratuitement à notre atelier. Dedans, on t'explique comment on a aidé 500 athlètes à débloquer 100 kg sur leur total. Je te préviens, il n'y a pas de formule miracle, mais si tu es un athlète passionné et que tu as l'impression d'avancer au ralenti, ça peut t'aider à progresser plus facilement. Et en fait, moi, je trouve que c'est quelque chose d'hyper important de réussir à mettre en place ce truc-là, comme tu disais, Soulé, parce que sur un débutant ou sur un pratiquant qui est peut-être un peu plus intermédiaire, il y a énormément de modifications techniques qui vont être très visuelles. Il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place, que ce soit l'écartement de jambes, le degré de flexion de hanche, la position de la barre sur le dos. Ça, pour le coup, ça se voit tout de suite, en fait. N'importe qui peut le voir. Plus on va devenir avancé, moins les choses vont se voir. Parce que les modifications techniques, elles vont être beaucoup plus minimes, comme on l'a dit au début. Et donc, le fait d'attraper le sol avec ses orteils, etc., bon, à part si tu as des orteils qui dépassent de ta godasse ou que tu as les chaussures, tu sais, tu as les chaussures immondes là pour le trail. Ah ouais. Les Vibram. Putain, les Vibram, tu sais. À part si tu as ça, personne ne va le voir en fait. Et c'est pareil que comme se compresser, etc. Et pourtant, les modifications techniques à haut niveau, elles sont à ce niveau-là. Et en fait, un coach, son rôle, c'est pas de corriger que à la vidéo, c'est aussi de voir un petit peu s'il y a une différence de ressenti et de voir si lui, à la vidéo, il arrive à voir quelque chose de différent ou s'il y a je sais pas, il y a un pattern, une trajectoire qui se dessine. Mais concrètement, le fait je sais pas, que quelqu'un accroche mieux le sol avec ses orteils, ça se voit parce qu'il est plus stable, mais les orteils dans la Jordan 1, ils se voient pas. Hein. Enfin... Mais t'es pas censé squatter en Jordan déjà, tu vois, déjà. Ah, attention à ce que tu dis, tu es en infériorité numérique ici. Non, il n'y a pas de. Les chaussons de. Il faut les chaussons de pêche, non? C'est pas ça la méta? Allez, je quitte la De table. pire en pire. Allez, fin de la conversation. Non, mais Bientôt, on va nous dire de squatter en sandales, comme ça on verra le gros orteil accrocher le sol. des sandales, tu sais. T'arrives, tu vois le mec, mon sandal singlet. Allez, c'est parti, la nouvelle On est en méta. IPF ou on est dans le Hobbit, là, je comprends plus. Hobbit Powerlifting Federation, tu vois. T'as des points bonus. Non, mais je suis d'accord avec votre idée d'associer vidéo ressenti. Je comprends tout à fait l'idée sur le fait que,
en fait, il y a aussi parfois des vidéos, tu mets 2 vidéos à côté et l'athlète il dit c'était complètement différent. Et en fait, les vidéos ont pour objectif de aussi, c'est pour ça que ça peut être pas mal parfois de voir aussi ce que font les autres en vidéo, parce que ça peut te permettre de voir comment eux mettent en place une cue alors que toi tu la comprends pas. C'est pour ça que parfois ça peut être intéressant de donner des exemples, à condition que l'athlète ait quand même une morpho assez proche. Parce que tu vas avoir des gars qui vont aussi prendre des cues techniques. Je prends un truc tout con, mais tu sais, un peu les modes, tu vois, genre en mode, tu fais 1m50 et tu vas vouloir squatter comme un mec d'1m90 ou l'inverse, tu vois, ça va pas marcher. Tu peux regarder toutes les vidéos que tu veux. Et en fait, on s'en fout que ça look pareil. En fait, je veux dire, c'est un outil, en fait, la vidéo. Et ça, une fois que tu as capté ça, je pense que ça t'aide beaucoup, beaucoup. Le truc avec les modes, c'est que souvent, tu as 1 ou 2 athlètes qui, d'un coup, en fait, c'est pas qu'ils deviennent forts parce que c'est des gars qui étaient forts déjà de base, on ne devient pas fort comme ça du jour au lendemain, mais tu sais, qui d'un coup émergent sur les réseaux parce que, je sais pas, ils ont fait une perf en compétition, etc. Et les gens se disent, oh, what the fuck? Oh, il faut que je tire comme ça, tu vois. je vais devenir aussi fort que Enaoro ou Bob Matthews, et ça y est, tu vois. Je vais devoir deadlifter, tu sais, dos super droit. Moi, je suis Yuri Belkin, tu vois. Je me souviens qu'à un moment, il y avait cette mode, tu sais, du frog stance, là, quand il y avait Angelo Fortino qui avait détruit la Terre aux nationaux américains, là. Il tire ce soir en plus. Ok, bah écoute, bon courage à lui. J'espère qu'il a eu le temps qu'il a écouté notre podcast. On lui fait un petit coucou d'ailleurs. on salue, salut Angelo, si tu regardes ce podcast. Il y a Russell aussi qui va tirer. Salut Russell. Salut Russell, ça va? Et donc, ouais, je me souviens qu'il y avait 2-3 athlètes comme ça qui tiraient dans cette position. Et à un moment, on voyait tout le monde essayer de tirer comme ça. Moi, le premier. Voilà. Bon, moi, j'ai essayé aussi. Enfin, même pas le frog stance, juste le sumo. J'ai compris que c'était pas pour moi. Mais non, je pense que le fait de trop se comparer aussi en termes de technique, c'est pourri en fait. Il faut se baser sur le ressenti. Pour moi, c'est hyper important. Après, c'est sûr qu'en général, quand on est débutant, l'appréciation qu'on peut avoir de l'esthétique d'une technique ou de son ressenti, parfois, c'est pourri. C'est ouais, j'ai les épaules légèrement en protraction et tu vois le dos dans une position, tu sais, ça te crame la rétine, tu es obligé de te laver les yeux à l'eau de javel. Donc, tes yeux, ils sont fondus, ils sont brûlés. Non, mais la frog stance, non, c'est des trucs de. Ouais, c'est un peu les modes en fait. J'ai l'impression que la technique parfaite, elle switch aussi un peu en fonction des modes. Tu vois, c'est qui domine. Un petit aparté pour Kenny parce que je l'ai fait passer en frog stance récemment. Kenny, je te jure que pour toi c'est bon, mais pas pour les autres. C'est comme la dernière fois quand j'avais dit ouais, le goblet squat c'est nul et que j'en avais mis à un athlète et il m'a dit mais comment ça? Il y a toujours des heures avant, mais je savais qu'il allait m'en parler, tu vois. Il y a toujours des exceptions dans ce qu'on dit. Mais en fait, si à chaque fois qu'on énonce un truc, on dit oui, mais pas pour tout le monde, bah après, au lieu de faire 40 minutes, le podcast, il fait 1h30, quoi. Ouais. Mais c'est la personnalisation. On personnalise le podcast aussi. Imaginons, il y a un athlète qui écoute cet épisode qui se dit bon, ok, il ne faut pas que je cherche une technique trop parfaite parce que ça peut paradoxalement un peu me freiner. Quelle place, je dirais, dans l'entraînement? Comment on fait pour changer sa technique? Qu'est-ce que vous recommanderiez pour des petites astuces pour changer sa technique? Et quelle place ça doit prendre, je dirais, un peu dans la méta que l'athlète utilise? C'est-à-dire, quand il va s'entraîner, à quel point il doit penser à sa technique, à quel point il doit changer beaucoup de choses, pas beaucoup de choses. Ça me fait penser à un module vidéo qu'on a fait qui s'appelle l'exploration technique. C'est moi qui m'en suis chargé d'ailleurs. Mais en fait, tout va dépendre déjà d'où l'athlète part. Parce que s'il part d'une technique 0 sur 10 ou 2 sur 10, à ce moment-là, autant reprendre de 0, tu oublies ton setup actuel et tu reprends la base de la base. Après, si tu pars d'une technique qui est relativement OK, donc qui est, 5-6 sur 10, tu vois déjà quels fondamentaux sont cochés. Si par exemple, tu sais brace, mais que tu déportes ton centre de gravité vers l'avant et que tu pars en pointe de pied, tu vas focus sur retrouver une trajectoire plus verticale. Ça va être. Moi, je pense qu'ils peuvent faire ça sous forme de checklist. Ils font une liste avec un petit peu tous les fondamentaux à avoir. Ils voient lesquels sont déjà cochés et ensuite ils essayent de rajouter les autres petit à petit. Ok. Donc toi, plutôt une liste et dans laquelle tu viens rajouter petit à petit des choses en fonction de. Si on est sur une technique qui est déjà OK. Après, si c'est le grand n'importe quoi, on essaye de repartir de zéro, avoir un setup le plus épuré possible pour pouvoir se concentrer sur la base. Ok. Et Romain, toi,
Imaginons, j'ai une technique un peu moyenne, tu dois me dire améliore ta technique, comment je fais? Pour moi, le premier truc, c'est d'identifier quels sont les plus gros obstacles à ta technique, c'est quoi les plus gros problèmes. Donc, on fait une forme de diagnostic et on se dit, OK, c'est quoi les trucs qui te freinent le plus? C'est quoi là où tu peux gratter le plus de kilos dans un premier temps? Et ensuite, en fonction de ça, comme disait Soulé, j'aurais tendance à faire un truc vraiment étape par étape. S'il y a 10 trucs qui vont pas, ça sert à rien de mettre les 10 trucs en même temps parce que de toute manière, ça va pas marcher. C'est aussi con que ça marchera pas. Donc, tu mets le truc le plus important. Et moi, j'aime bien ne pas donner l'autre dès que celui-ci est acquis, en fait. C'est-à-dire que j'aime bien me dire, OK, on attend que le conseil en lui-même il soit vraiment internalisé, qu'il n'y ait plus besoin d'y penser, que ce soit automatique. Et quand ça, c'est bon, on passe au suivant. Et comment tu juges ça, du coup? Tu laisses combien de temps à peu près à partir du moment où le conseil a été donné? Je vois en fonction de la régularité, mais je pense que déjà pour un athlète qui n'est pas complètement débutant, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir trop de fluctuations d'une série à l'autre, je pense que déjà si j'ai vu pendant 1 ou 2 semaines que ça se passait bien, à mon avis, on peut commencer à passer au-delà, tu vois. Mais il faut que le mouvement. En fait, pour moi, je me dis les barres, elles sont déjà suffisamment lourdes. Il y a déjà suffisamment de trucs sur lesquels il faut se concentrer pour pas être à devoir se rajouter, tu sais, une charge mentale de OK, il faut que je pense à ça, ça, ça. Un bon athlète, c'est un athlète qui déjà a une technique qui est bonne, mais pour qui ça prend pas trop de ressources cognitives de devoir y penser, tu vois. Parce que si aujourd'hui tu t'essaies de, je sais pas, je prends l'exemple du champion du monde junior en moins de 83, si Soulé, quand il se met sous la barre, il se dit OK, alors il faut que je place ma poitrine comme ça, mes hanches comme ça, que je brace comme ça, ma stance comme ça, etc. Tu vois, c'est impossible. Je disais, pour le coup, et je sais qu'avec Roman, on en avait déjà discuté, Soulé, quand il se place sous la barre, c'est un robot, tu vois. Genre, toutes les reps, elles se ressemblent. À chaque fois il était tordu, tu vois. Mais il est tout le temps tordu de la même manière. Et ça monte toujours de la même manière. Non, mais objectivement, tu vois. Et, Ah ouais. et c'est tout le temps de la même manière. Et je ne suis même pas persuadé que quand tu te set up sous la barre, tu sois à te dire, OK, il faut que je fasse ça. Bon, toi, il y avait le côté, il y avait un moment, et je me souviens qu'il y avait la stance qui revenait beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que pour ce qui est tu vois, du bracing, de comment tu déraques la barre, tu n'y penses pas du tout, en fait, tu le fais machinalement. Non, parce qu'en fait, j'ai trouvé le setup sur lequel je me sens bien. Et après, quand je sens que ça va plus, bah, j'ai juste à repenser à ce que je faisais avant, en fait. Donc, je sais par exemple que moi, un truc qui. Là, on sort un petit peu, on part dans de l'anecdote, mais quelque chose qui m'a pas mal aidé, moi, au squat, sur le dérac, c'est penser, en fait, à arrondir très légèrement le haut de mon dos. Sans pour autant faire la carapace comme Roman, par exemple. En boule. Ouais, en fait, c'est très légèrement. Et en fait, je viens arrondir lorsque je viens me placer sous la barre, en fait, en venant écraser mon menton contre mon sternum, c'est ça. Et c'est en faisant ça que je pense à arrondir le haut du dos. Et du coup, quand je vois que je me sens pas trop bien ou quoi, je regarde juste le début du setup, je vois que bah, juste, je me suis placé comme ça, je me suis relevé, et j'ai fait, ah bah voilà, c'est pour ça. Mais du coup, oui, oui, c'est le cas. Et après, généralement, quand ça se passe bien, bah oui, tu es en mode pilote automatique. Et juste moi, en fait, j'aurais tendance à dire même que, même pour les athlètes qui sont pas trop débutants, etc., j'aurais donné 1 à 2 modifications techniques par bloc, pas toutes les 2 semaines, tu vois. Genre, je fais un test sur un bloc, voire 2, je vois comment ça bouge, comment il a intégré le truc, etc. Et après, je vois pour en rajouter derrière. Et je En sais fait, que ça peut être parfois un peu frustrant pour les athlètes de ne pas avoir 1000 correctifs techniques, mais en fait, le but, c'est que tu progresses et que tu sois fort, ou bien le but, c'est d'avoir 1 milliard de correctifs techniques et que tu puisses t'amuser à chaque séance à tester des c'est trucs. ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, c'est vrai que je pense que j'ai mal raisonné quand j'ai donné le conseil toutes les 2 semaines, parce Ouais. qu'en fait, la vision que j'avais en tête, c'était vraiment un squat tu sais, qui est dangereux, en fait. Et du Ah, coup, c'est clair que là, j'ai tendance à être un peu plus dans l'urgence, en mode, OK, il faut vite corriger ça quand ok, même. ok, ok. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. À partir du moment où on est sur quelque chose qui est viable, même si c'est pas 100% optimisé, oui, c'est pas pressé, quoi. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je pensais à autre chose, Romain. Moi, je me souviens aussi que toi, tu as été vraiment fréquemment, j'ai remarqué que c'est un truc dont tu discutais souvent sur le groupe, c'est que toi, tu fais très attention aux trajectoires, j'ai remarqué. C'est un truc pour toi dans la technique, la question de la stabilité de la trajectoire, c'est un truc qui est très important pour toi, j'ai remarqué.
Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, ou en tout cas pourquoi toi c'est un axe un peu central? Moi je sais que c'est un truc sur lequel tu m'as beaucoup aussi, voilà, moi aussi corrigé sur mon bench, des trucs comme ça, sur ma trajectoire, c'était vraiment un truc qui était important. Est-ce que tu peux un peu développer ça? En fait, quand on est sur des charges libres, il y a quand même une grosse partie de tu vas perdre ta stabilité, etc. Donc en fait, je mets la trajectoire au centre de tout parce que ce qui se passe globalement quand tu perds ta stabilité, c'est que ta trajectoire est affectée. En fait, globalement, quasiment tout est une histoire de trajectoire si tu cherches suffisamment loin. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tu as un axe qui est parfait et qu'à chaque fois que tu dévies de cet axe, on va dire d'1 centimètre, 2 centimètres, en fait, tu rajoutes de la friction. C'est comme si tu étais, tu vois, sur une Smith Machine et que tu vois l'axe. Bon, pour les gens qui ne savent pas, une Smith Machine, c'est un cadre guidé sur des rails. Là. Soulé, il rigole, mais il y en a qui n'appellent pas ça une Smith Machine. Donc voilà. La machine guidée. Si tu commences à tirer la barre un petit peu vers toi, bah, en fait, tu vas avoir de la friction, tu vois, ça va frotter parce que l'axe, il est prévu pour être 100% vertical. Et en fait, sur un bench, sur un deadlift, sur un squat, c'est pareil. Il faut se dire que si tu dévies de 1 centimètre et que tu as 100 kg, bah, peut-être que tu ne soulèves pas 100 kg, peut-être qu'en fait, tu en soulèves 102 ou 105. Et plus tu vas dévier comme ça, plus tu vas te complexifier la tâche. Et en fait, souvent, les athlètes, ils sont persuadés que, tu vois, pour bencher, je sais pas, pour passer de 100 à 200 kg au bench, ils ont besoin d'être 2 fois plus musclés. Souvent, c'est pas le cas, en fait. Souvent, c'est même pas possible d'être 2 fois plus musclé. Enfin, sans le paramètre chimie, évidemment. Mais souvent, c'est juste pas possible d'être 2 fois plus musclé. Et en fait, il faut juste que le mouvement il soit plus efficace. Et c'est quelque chose qu'on remarque bien. J'invite n'importe qui à faire un exercice qu'il n'a pas fait depuis longtemps. Prenons l'exemple, je ne sais pas, du développé militaire aux haltères, un truc que personne fait. En France, pas beaucoup de gens en tout cas. Ou du développé couché aux haltères, peu importe. Et en fait, tu le fais la première semaine, tu vas voir que tu vas faire gling, gling, gling dans tous les sens. Tu vas pousser comme si tu avais Parkinson. Et à force de le faire, 1, 2, 3 semaines, globalement, il y a des chances que même si tu es un athlète expérimenté, tu puisses rajouter 2, 4 kilos par semaine. Et t'es pas devenu plus fort, hein. Je suis désolé de ruiner tes espoirs, mais t'es pas devenu plus fort. C'est juste que ta trajectoire elle est plus optimisée. T'as un meilleur trajet, en fait, tout simplement. Après, il y a les adaptations nerveuses aussi. Ouais, bien sûr, parce que c'est un nouveau mouvement, mais en fait, les adaptations nerveuses, elles sont aussi liées à ta trajectoire, en fait. Ouais, mais je pense que c'est plutôt les adaptations nerveuses qui induisent une meilleure Oui, trajectoire. oui, mais en gros, tu vois ce que je veux dire. Tu reprends un mouvement, tu trembles dans tous les sens, Oui, etc. Et dès que tu te mets à pousser, je vais dire, sur une ligne droite, bah, c'est beaucoup plus simple, en fait. ouais. C'est beaucoup plus simple. Mais du coup, toi, Roman est parti. Du coup, Non, toi, non, non, tu recommanderais le travail à la Smith Machine ou pas? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Demande. Enfin, en fait, pas du tout pour la force, hein. Dans l'hypertrophie et tout, ça peut se discuter. À chaque fois, j'ai l'impression que je suis obligé de me justifier, mais c'est dans un cas général, je vais dire non. Il y a toujours quelqu'un, je sais qu'il y a quelqu'un qui va écouter, qui va dire ah, moi j'ai entendu un cas où, où ça marchait, tu vois. Oui, bien sûr, peut-être que ça peut marcher. Moi, je pense que pour 99% des gens, c'est pas le truc le plus optimisé. En tout cas, pour progresser au bench, techniquement, fais pas du bench à la Smith Machine. Et au squat. Et au squat. Et au deadlift. Voilà, Et comme au ça, deadlift. on a rempli le truc. Si Et tu oui, veux, c'est un Smith, hein. si tu veux pour de l'hypertrophie, t'as pas de chest press, tu veux faire ça sur une Smith Machine, grand bien te fasse, c'est très bien. Mais il faut pas se dire que ça va améliorer ta technique. Et du coup, j'ai perdu le sens de ta question, Soulé. Ma question, c'était sur la Smith. Et après, Ah oui, sinon, est-ce que je recommande d'en faire? Bah, pour améliorer sa technique, non. Ok. Pour devenir plus musclé, oui, c'est très bien. Parce qu'on enlève des facteurs limitants. Mais non, non. Tu veux devenir fort au badminton, fais du badminton. Ok, man. Ok, et donc si je veux être super fort au bench, il faut que je fasse 50 séries de bench par semaine, c'est ça? Ouais, exactement. Si tu peux en faire 100, c'est même mieux, hein. C'est même C'est mieux. En fait, le volume, plus, hein. c'est le mieux. Parce que comme ça, tu peux te casser plus vite les articulations. Non, Ne il faites y a pas ça. il y a une dose qui est optimale. Et globalement, la dose optimale, c'est pas un nombre de séries arrêtées ou un nombre de reps, un nombre de poids. C'est un intervalle. Donc, je vais dire une bêtise. Peut-être que pour la majorité des athlètes, ça sera entre 15 et 25 séries par semaine pour voir large. Et dans cet intervalle-là, il y a des intervalles qui vont plus ou moins vous correspondre en fonction de l'intensité que vous avez, en fonction de la difficulté des séries, en fonction du nombre de répétitions, en fonction de comment vous récupérez. Et il faut réussir à doser. Et c'est pas parce que tu en fais 2 fois plus que tu progresseras beaucoup mieux. Nous, ce qu'on prône, c'est plutôt le fait de faire bien plutôt que de faire plus.
parce que en fait, le truc, c'est que le plus, il doit venir, à mon avis, plutôt en dernier recours. Ça peut être un outil de temps en temps, mais en fait, augmenter tout le temps son volume. J'avais fait il n'y a pas longtemps une interview avec Samuel, là, qui avait un bench. Il n'était pas mauvais au bench techniquement, mais en fait, il était déjà à une trentaine de séries de bench par semaine à un moment, C'est énorme. quand il a commencé, sachant qu'il avait un max, je ne veux pas dire de conneries, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir, mais je crois qu'il était aux alentours de 110 ou 100. Et en fait, je lui dis, mais le problème, c'est que quand tu vas être bloqué dans ta progression, la solution, ça va être quoi? Ça va être de monter à 40, à 50? Il y a un moment, tu sais, quand c'est le dernier recours, en plus, c'est beaucoup de fatigue. Et finalement, on est descendu de 30 à peut-être 22, 23. Et en fait, il n'a pas moins bien progressé, il en faisait juste moins. Il récupérait mieux. Et donc, au final, ces ressources qu'il avait en plus, on les a mises ailleurs. Et bon, bah tant mieux, il devient plus stock. Amen. Donc voilà, le fait d'en faire plus, c'est pas toujours mieux. Et aussi le fait parfois d'avoir un petit peu de variété dans les mouvements qu'on fait, ça peut permettre de mieux progresser techniquement. J'avais vu une étude dessus, donc évidemment, j'ai pas la source, hein, parce que je retiens pas les sources dans mon crâne comme un psychopathe. Ça, Tu es un menteur. Ouais. Tu essaies de manipuler Mais les je pense que ça peut se retrouver facilement. Où, du coup, ils analysaient des techniques, je crois que c'était sur des lancers de balles, genre tu sais, pour des joueurs de baseball. Et en gros, ils s'étaient aperçus que le meilleur moyen pour progresser de mémoire, en tout cas ceux avec lesquels ils avaient eu les meilleurs résultats, parce que tu sais, dans les études, c'est toujours on en déduit selon les observations que voilà, que en fait, en variant la distance de lancer, par exemple, s'ils devaient lancer à 20 mètres, eh ben, c'était intéressant de les faire lancer à 20 mètres, à 10 mètres et à 30 mètres, plutôt que de les faire lancer que à 20 mètres. Comme ça, ils apprenaient à gérer d'autres paramètres et le fait d'avoir un petit peu de variété, ça leur permettait de mieux assimiler le mouvement, de mieux Donc là, l'apprendre. tu prônes la variation, là. Je prends de la variation quand il y a une problématique derrière. En fait, c'est trop compliqué, là, tu me fais faire des Mais répétitions tu te contredis tout le temps. Tu as fait des vidéos où tu disais qu'il fallait pas faire de variation, Romain. Est-ce que tu peux. Enfin, je comprends plus, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut avoir un minimum de variété de mouvement. Il ne faut pas faire que du développé couché comp. On peut avoir un degré de variation, que ce soit par des mouvements accessoires. Arrête de me regarder comme ça. En fait, déjà, s'il faut que je me concentre sur ce que je dis et qu'en plus j'ai un mec qui me regarde en rigolant comme un âne, j'ai l'impression en fait d'être, tu sais, quand tu es en cours de français, tu dois réciter une poésie au tableau et tu as ton pote qui te fait des grimaces au premier rang. C'est impossible. Non, mais j'essaie de t'embourber un petit peu, mais oui, et quand il dit variété de mouvement, ça ne veut pas dire automatiquement faire un pin dead bench 3CT. Ça veut dire simplement peut-être avoir un close grip ou peut-être avoir un bench aux haltères sur tes accessoires. Ça peut être assez simple au final. Ou un format plus long. Tu vois, un format plus long, tu fais Ouais, c'est je sais pas, ça. tout ce qui dévie en fait un peu de. Je sais pas, du. Faire une rep Du 1x1 RPE 8. Exact. Exact. Bon, je pense qu'on commence là. Là, on a donné beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que c'est des choses aussi qu'on aborde déjà pas mal dans l'atelier aussi qui est disponible directement sur Strange Strategy. Parce qu'en fait, la technique est une problématique qui pourrait faire plusieurs épisodes, je pense. Mais là, déjà, vous avez beaucoup d'éléments pour essayer d'améliorer votre technique. Vous avez compris que nous, on est plutôt partisans de mieux faire plutôt que de trop faire, et que la plupart des choses qu'on va mettre en place, en fait, ont pour objectif d'amener une technique répétable et suffisante, et que c'est ça qui va vous permettre petit à petit, en fait, en ajoutant des petits pourcentages de progression, de vous faire progresser, de vous faire gagner des kilos sur le total. C'est à chaque fois ce qu'on essaye de vous transmettre un peu dans la méthode qu'on a développée et notre façon de travailler avec nos athlètes. Et donc, évidemment, si vous avez des commentaires ou que vous souhaitez tout simplement qu'on puisse discuter de ces aspects techniques, on reste disponible directement sur Insta ou en commentaire de la vidéo directement si vous nous suivez sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à nous suggérer également d'autres sujets qui pourraient vous intéresser sur d'autres aspects qu'on aurait peu ou pas abordés, ou des choses que vous aimeriez entendre de notre podcast.